Incroyable week-end. Tout le monde voyait les Anglaises rouler sur les Françaises. Et bah c'est ce qui s'est passé, en partie. Parce que ce qu'on nous avait pas dit, c'est que nous aussi on leur a roulé dessus. On revient sur ce match de fou qui en dit long sur ce qui nous attend à 4 mois de la Coupe du Monde. En top 14, c'était aussi la folie. La Rochelle s'est imposée à Bordeaux. Le Stade Français, lui, va jouer le maintien. Et franchement, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Clermont grimpe dans le top 6. Et Vannes se relance totalement dans la course en maintien en prenant le bonus offensif sur la réception de Toulon. Résultat, à quelques journées de la fin, tout est chamboulé. Et à la fin, on va aborder une question qui divise et qui fâche un petit peu, notamment après la déclaration de Joël Duc. Faut-il sanctionner les simulations dans le rugby? Bref, il y a pas mal de choses à décortiquer aujourd'hui, mais avant ça, tu as le droit de t'abonner et de lâcher ton meilleur pouce vers le haut, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. T'as déjà raté un match de rugby à cause d'un message du style « contenu indisponible dans votre pays ». Moi aussi, une fois, et depuis ça m'est plus jamais arrivé parce que j'ai NordVPN. Fin du cauchemar. NordVPN, c'est mon arme secrète pour mater tous les matchs, peu importe où je suis. Par exemple, ce week-end, il y a évidemment un UBB Toulouse, mais il y a aussi un sacré Leinster Northampton. Et si tu prends la Challenge Cup, bah évidemment, tu as Lyon Racing, mais tu as aussi un Basse-Édimbourg. Et franchement, là, ça commence à envoyer du pâté. Ils sont pas tous disponibles et imagine, tu as envie de les voir, bah, tu te connectes sur un serveur anglais. Même chose, si je suis à l'étranger, je me connecte à un serveur français pour pouvoir regarder France 2, MyCanal. Et ça marche aussi pour Netflix US, Disney+. Tu veux te faire une petite pause entre deux mi-temps? C'est ultra simple, tu choisis ton serveur, tu te connectes et c'est réglé. Mais NordVPN, attention, c'est pas simplement du déblocage de contenu. C'est aussi une protection contre les hackers, les pubs malveillantes, les malwares. Et les arnaques. Tu bloques les virus, les sites frauduleux, les fichiers volés. Et ça, même sans être connecté au VPN. Et il y a même la surveillance Dark Web qui te prévient si tes identifiants se retrouvent sur le Dark Web. Moi, je vous donne un exemple perso. Si vous vous demandez pourquoi j'ai plus Instagram, et ben en fait, mon compte s'est fait pirater. Mon compte s'est fait pirater, le mec a changé le pseudo, j'étais au courant de rien, j'ai reçu aucun email. Et derrière, j'ai reçu juste un email de Instagram. Vous pouvez publier du contenu violent qui ne correspond pas à notre politique. Et bien du coup, on ferme votre compte définitivement. J'ai fait, ah, mais c'est pas moi, impossible de le récupérer. Bon, du coup, NordVPN fonctionne sur 10 appareils simultanément. Téléphone, ordinateur, tablette, même ta télé. Et là, gros bonus, en passant par mon lien en description, t'as 4 mois gratuits. Sur l'abonnement de 2 ans, ça fait moins de 3 € par mois. Tu le sais très bien, c'est moins cher qu'une bière au stade. Et si t'es pas convaincu, t'es satisfait ou remboursé pendant 30 jours. T'as zéro risque, t'as juste à te mettre en pause la vidéo, cliquer sur mon lien, télécharger NordVPN, teste-le sur le prochain match. Et tu vas voir, franchement, tu t'en passeras plus. Un crunch. Un vrai, comme on les aime. 43-42. Un point. Un foutu point. Et tu sais quoi? C'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer avant la Coupe du Monde. Twickenham, stade mythique, 50 000 personnes. L'Angleterre archi favorite. Et pourtant... Bon, j'avoue, sur l'entame de match, on avait l'impression que les Françaises, elles étaient venues pour visiter Big Ben. Coup d'envoi, je descends pour me faire un café, je remonte, il y avait déjà 3 essais. Au début, elles prennent la food. On prend un 31-7 en 24 minutes quand même. Carton jaune pour Kalfaoui. Bref, ça sent la fessée. Et pas la petite, hein, celle qui va te laisser, tu vois, des sacrés hématomes avec la marque des doigts. Mais il y a quelque chose qui change. Et je vous avoue que j'avais oublié à quel point ça peut aller vite dans le rugby féminin. Parce que juste avant la mi-temps, les Bleus, elles retrouvent un petit peu de lucidité. Elle score par 2 fois, il y a un 31-19 à la mi-temps, on a repris un petit peu la main sur le match et tu te dis mais pourquoi pas en fait, il n'y a que 12 points de retard. Vu la tempête qu'on a pris dans la gueule sur l'entame de match, tu te dis mais c'est pas totalement mort du tout. Et deuxième mi-temps, elles sont là, elles s'accrochent, t'essayes de recoller. Mais à chaque fois il y a un petit truc qui cloche, un petit truc qui te dérègle, tu vois les temps forts sur lesquels tu convertis pas. Alors que elles, les Anglaises, elles ont un pragmatisme, dès qu'elles rentrent dans ton camp, dès qu'elles viennent, elles te sanctionnent. Et toi c'est là où à chaque fois tu as des petites fautes bêtes, de l'indiscipline. Et puis on marque un essai et là arrive à cette 78e minute, on a une sortie de camp à effectuer et là on met un jeu au pied dans la boîte qui va direct en touche. Et moi je pète un plomb devant ma télé. Je me dis what the fuck, fallait pas rendre le ballon, pourquoi il reste 2 minutes, mais relance, joue. Sauf que derrière, elle récupère la gonfle et elle marque. En coin, 1 minute de la fin et là elle transforme l'essai. Magnifique. Un moment de folie. Et c'est ça que j'avais oublié, c'est que les filles sur les lancements de jeu, alors je vous explique mon point de vue, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est un point de vue qui m'est propre. Les filles sont de plus en plus athlétiques, ça c'est sûr. Mais elles n'ont pas des gabarits comme les mecs, t'as pas encore des Golgoth à 2 mètres et 140 kg, heureusement. Du coup, sur le terrain, elles prennent moins de place et elles se déplacent aussi moins vite, ça c'est un fait. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'espace puisque l'espace est le même à courir et les transmissions sont ultra rapides, même si elles sont sûrement un petit peu moins élevées que chez les garçons. On a un principe qui reste le même, c'est que le ballon se déplace plus vite que les joueurs. Et donc chez les filles, le rapport vitesse du ballon et vitesse de déplacement des joueurs est encore plus flagrant. Résultat, plus d'espace, plus de jeu
et plus d'essais. Et donc sur les lancements de jeu, on sait qu'il y a des zones de break sur les lancements de jeu que tu es obligé de couvrir. Si le ballon se déplace plus vite, ça veut dire que tu es obligé de défendre plus loin et que dans tous les cas, il y aura peut-être plus d'espace. Et donc avoir des essais en première main chez les féminines, je pense que c'est plus courant que chez les hommes. Alors on nous parle d'augmenter le temps de jeu effectif et tout. Par contre là, les Anglaises, elles ont 45 secondes pour se mettre en place et taper le coup d'envoi. Elles mettent 1 minute 15. Et là, tu te dis, ouais, ok, d'accord, faut pas se chier sur la réception du coup d'envoi. Réception de coup d'envoi et là tu te chies. Et donc oui, c'est un échec qui est cruel mais qui n'est pas totalement immérité. Parce que soyons honnêtes, les Anglaises elles étaient archi fortes, elles étaient archi favorites. Nous on a donné quand même un sacré nombre de pénalités, on a rendu des points gratuitement et trop d'indiscipline. Et en plus on a manqué de réalisme dans les moments décisifs. Mais bizarrement je trouve que pour moi c'est une super nouvelle. Ça fait chier parce qu'on aurait pu avoir le grand chelem. Mais en réalité c'est une bonne nouvelle parce que des Anglaises qui étaient archi favorites, mais en fait, tu es chaud à un point et tu te dis, mais on n'est pas loin. Et ce qui est agréable, c'est qu'on retrouve, même si le système de jeu, tu sens qu'il est légèrement différent de celui du 15 de France masculin, parce que évidemment, tu n'as pas les mêmes profils, tu n'as pas les mêmes caractéristiques, etc. On retrouve quand même cette alternance sur le jeu pénétrant, où on a été capable de mettre des séquences de jeu pénétrant aux Anglaises qui sont quand même rugueuses devant et qui sont fortes. Et on a surtout cette intelligence décisionnelle, cette volonté de faire vivre le ballon, où je trouve qu'on est plus à l'aise que les Anglaises. Et ça annonce des bonnes choses parce qu'avec le 15 de France masculin, pour moi, on est injouable. Ça fait longtemps que je le dis, hein, même si les matchs se jouent à pas grand-chose. Mais préparer un match contre l'équipe de France, je pense que c'est archi compliqué parce que tu sais jamais comment est-ce qu'ils vont te jouer. Et surtout, on a cette capacité à faire vivre le ballon et à alterner les formes de jeu pour trouver des solutions. Là où les Anglaises, elles te proposent un jeu beaucoup plus structuré, comme ils le faisaient aussi beaucoup plus pendant un temps avec le 15 de la Rose, mais masculin, en te montant des chandelles, en faisant ceci, en faisant cela, tu vois, avec un 1-3-3-1 bien classique. Nous, on est capable de mettre plus de variations. Et à 4 mois de la Coupe du Monde, mais c'est prometteur. Pour moi, aujourd'hui, la problématique, elle est peut-être plus pas sur le fond de jeu, parce que j'ai entendu au petit bureau, tiens, une petite dédicace au petit bureau, qui est une super émission sur Twitch tous les lundis soirs. Ils disaient qu'ils avaient du mal à comprendre le projet de jeu de l'équipe de France. Alors, j'avais pas vu le match, mais quand je vois ce match, le projet de jeu, pour moi, c'est sensiblement le même que celui du 15 de France masculin, et il est agréable en fait. Mais la problématique, c'est plus, je pense, la gestion émotionnelle et ses fautes bêtes. Et ça se corrige parce que pour petit rappel, en France, la plupart des joueuses sont amateurs, alors qu'en Angleterre, elles sont pros. En Angleterre, la majorité des internationales sont salariés du club. Il me semble que c'est ça. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, la Coupe du Monde féminine aura lieu du 22 août au 27 septembre en Angleterre. Bref, malgré la défaite, pour moi, il y a des vrais points positifs. Et je pense que c'est une sacrée base de travail pour préparer la Coupe du Monde. Et on passe au top 14 parce qu'il y a des choses à dire, il s'est passé pas mal de trucs. On commence avec le derby entre le Stade Français Paris et le Racing. Le Racing recevait à la UA Arena les Soldats Roses. Les Franciliens, on les ont étriés avec un petit 49-24. Pourtant, le Stade Français, il mène 10-8 de 2 petits points à la pause. Mais ils se sont effondrés en seconde mi-temps. Alors oui, le Stade Français Paris va jouer le maintien et pas seulement pour l'Access Match. Tu regardes le classement, ils sont 12e, à égalité de points avec l'USAP et un petit point devant Vannes. Et le prochain match se déroule à l'USAP. Attention, le Racing, ils sont pas sauvés comptablement, mais en fait, cette victoire leur permet de regarder vers le haut. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à 3 points d'une place de barragiste. Et ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est pour ce Stade Français, c'est le trou d'air qu'ils ont en seconde mi-temps. Ils ont totalement arrêté de jouer. Si t'as un Racing qui est pas en forme, à la limite, ça peut le faire. Mais là, quand tu regardes la ligne de 3/4 du Racing, t'as intérêt à être prêt, hein, parce que s'ils sont en forme, c'est pas la même. T'as Nolan Le Garec à la charnière, t'as Owen Farrell avec ses 112 sélections avec le 15 de la Rose qui joue à l'ouverture et qui se met au service de l'équipe. Il a distribué, il a aéré le jeu, il a été ultra propre. Moi, je l'ai trouvé excellent. Quand on lui demande de prendre le but parce que Nolan est en échec, il le prend, il les passe. Alors, une, je crois. T'as Tuisova en 12, et lui, quand il est en forme, il est vraiment pas drôle, il fait flipper tout le monde. Et en 13, t'as Gaël Ficou. T'as pas intérêt à te trouver s'ils sont bien. Et ce qui est inquiétant, c'est que côté Stade Français, t'as pas vraiment eu de réaction en seconde mi-temps. Et t'as cette impression, il marque 1 ou 2 essais là sur la fin, mais le Racing a lâché, le match est plié, il y a 7 essais à 1 ou 7 essais à 2, c'est bon, en fait, t'as pas envie de te blesser pour la suite. Et de l'extérieur, parce qu'on n'est pas en interne dans le groupe, t'as cette impression qu'il n'y a pas vraiment de leader, t'as pas de papa qui est capable de remettre tout le monde les pendules à l'heure et en fait de remettre tout le monde dans l'avancée, de remettre tout le monde d'équerre sur le terrain. Et c'est un petit peu comme si le club, et quand je parle du club, c'est de l'ensemble du club, hein, c'est dirigeants, joueurs, staff, etc., n'avait pas réussi à se remettre de ce début de saison où ils virent Karim Ghezal parce que ça allait pas avec Karim Ghezal et que ça n'a pas du tout réglé leurs soucis. Ils ont promu quelqu'un en interne. Du côté de Lyon, l'arrivée de Karim Ghezal a changé les choses. Du côté de Racing, l'arrivée de Colazo a changé les choses en cours de saison. Et côté Stade Français, en fait, ce changement d'entraîneur et cette promotion en interne
on ne dirait pas qu'elle a été bénéfique. Et je ne pense pas du tout que c'est la faute de Paul Guistard, mais je pense que c'est un état d'esprit général, une ambiance où, tu vois, pendant le nombre d'articles qu'on a vu passer sur le Stade français cette année, où on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi et tout, et ce questionnement autour des joueurs. Bref, toujours est-il, il va falloir que le Stade français ait un sacré mental pour jouer le maintien, parce que c'est pas une équipe qui est habituée à jouer le maintien. Ils ont été sauvés quand il y a eu l'année Covid, que le championnat a été arrêté parce qu'ils étaient derniers du championnat, mais sinon, ils n'ont jamais eu l'habitude de jouer le maintien. Contrairement à d'autres équipes comme Perpignan, comme Vannes, comme Brive fut un temps, qui sont habitués à jouer le maintien. Ces matchs qui sont particuliers quand même, tu joues ta vie et tu joues l'avenir de ton club à tout, enfin sur toutes les actions. Le Stade français, je suis pas sûr qu'ils aient encore le mental ou les ressources pour le faire. On va le voir, ça va être intéressant parce que le prochain déplacement c'est à l'USAP. Et s'ils vont à Aimé Giral avec cet état d'esprit, ils vont prendre le même tarot qu'au Racing, ils vont en prendre 50. Vannes terrasse Toulon 29-19 en prenant le bonus offensif. Et ouais, Vannes n'abdique pas. Vannes à la rabine a frappé fort. Ils ont écrasé Toulon, qui était quand même 3e du championnat, qui se bat pour une qualification directe, et ils décrochent leur premier bonus offensif de la saison. Et le promu que beaucoup voyaient déjà condamné il y a quelques temps, en fait, maintenant, ils sont carrément dans la lutte pour soit le maintien direct, soit l'access match. Ils sont toujours derniers. Le fait à noter, c'est que Jaminet prend un énorme KO, il a donné des nouvelles, et heureusement, il va bien. Mais surtout, ce qui est inquiétant pour Toulon, c'est qu'ils ont été indisciplinés, ils ont pris 3 cartons jaunes. Pour Vannes, il y a un calendrier qui est un peu bouillant sur les 4 dernières journées, mais qui est quand même plutôt confortable par rapport à d'autres équipes qui vont aussi jouer le maintien. Ils ont 2 réceptions et 2 déplacements. La prochaine réception, ça va être la réception de La Rochelle à la Rabine. Ensuite, ils vont se déplacer à Bayonne et aller gagner à Bayonne, c'est compliqué. Donc, à mon avis, ce match, tu dois pas le cocher, même s'ils vont, à mon avis, ils vont jouer tous les matchs à fond. Mais je pense qu'ils s'ils ramènent un point de Bayonne, ça sera déjà bien. Un match à domicile contre Pau et celui-là, il va falloir qu'ils le verrouillent. Et tu termines par un déplacement à l'UBB. Et la seule problématique, c'est que ce déplacement à l'UBB, si l'UBB doit gagner le match pour éviter de passer par les barrages, là, tu sais qu'ils vont mettre la grosse équipe et que ça va être chaud. Alors ouais, c'est un chemin qui est pas facile, mais tu vas voir que les autres concurrents, c'est pas facile non plus. Toulouse 52, Castres à 6. Toulon, même avec la jeunesse, ils ont fait tomber Castres et ils les ont pliés. Alors attention, quand je dis avec la jeunesse, il y a quelques jeunes, mais qui sont au milieu des Roumat, Ramos et tout le tralala. Et ouais, parce qu'ils préparent leur demi-finale de Champions Cup qui a lieu dimanche contre l'UBB. Et ils se sont permis de mettre quelques cadres ou certains joueurs au repos. Et ce qui est inquiétant, je trouve, pour les autres équipes, parce que Castres joue les places dans le top 6, c'est que Toulouse, même en faisant tourner sans son équipe type, ils sont capables de te mettre des corrections. Avec cette victoire à 5 points et surtout la défaite on va le voir, de l'UBB et de Toulon, ils prennent quand même une sacrée option pour les qualifications directes et ça leur fait du bien à Toulouse. Il y a quand même à noter une petite inquiétude pour leur arrière international écossais Kinghorn qui sort sur blessure assez rapidement. Est-ce que c'était pour le préserver? Je pense qu'on va en savoir plus et surtout je me réserve le privilège et pour vous aussi de faire une preview de cette demi-finale de Champions Cup UBB Toulouse qui pour moi est un petit peu une finale avant l'heure. J'aurais bien aimé voir ce match en finale. Malheureusement ça ne sera pas le cas, on le voit en demi. Et je pense qu'il y a des choses à dire sur l'opposition. UBB 10, La Rochelle 21, le réveil des champions. On est trop fort, Charles, jamais j'aurais misé sur nous. Et là, ça me fait plaisir parce que Mathieu, mon monteur, celui qui monte archi bien mes vidéos, eh bien en fait, il est fan de La Rochelle. Autant vous dire que depuis le mois de janvier, il est en train de chialer. Et ouais, depuis le mois de janvier, ils avaient une seule victoire. Ouh, en 4 mois. À Chabandelmas, La Rochelle, elle a retrouvé son ADN pour moi avec une rugosité devant. Tu prends Wardy, tu prends Aldridge, Skelton, mais ils t'ont fait un match, mais waouh. Ils ont retrouvé aussi ce réalisme en zone de marque, où il faut aller marquer. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est que à chaque fois, tu as l'impression que La Rochelle, les matchs basculent sur des petits détails, des faits de jeu, des décisions arbitrales, des fautes de main dans les zones de marque et que ça aurait pu basculer, beaucoup de matchs auraient pu basculer pour eux, mais qu'à chaque fois, la pièce, elle tombe de l'autre côté. Et là, ça fait quand même 2 matchs où tu sens que la dynamique s'inverse et la pièce tombe de leur côté. Et donc, ils reviennent dans la qualification pour le top 6. Là où on parlait de La Rochelle qui jouait le maintien, ils vont peut-être se qualifier dans le top 6. Et après, pourquoi pas? Mais tu sens que la dynamique, là, elle est inversée. Quand tu vois le match, ils ont été vraiment solides. Skelton a écrasé tout ce qui bougeait. Kerr-Barlow, il a orchestré à la perfection. J'ai l'impression en plus que tout le monde lui chie dessus à Kerr-Barlow, alors que moi, je trouve qu'il est fort. C'est pas que la faute d'un œuf hein, si tu gagnes pas. Noël, il a régalé. Et à l'inverse, t'as l'impression que l'UBB a plutôt déjoué. Conquête en souffrance, maladresse en répétition. La prochaine étape pour La Rochelle, c'est le déplacement à la Rabine contre Vannes. Ça va être un match qui, à mon avis, va sceller le destin des deux équipes pour le reste de la saison. Et de leur côté, l'UBB, en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà peut-être un petit peu trop la tête au match contre Toulouse en demi-finale de Champions Cup. Et alors, autant Toulouse s'était permis de faire tourner, autant l'UBB, tu as l'impression qu'ils n'ont pas trop fait tourner. Ils ont mis quelques jours en repos, mais pas tous, tu vois. Tu avais quand même Lucu Jalibert à la charnière, Moefana, Louis Bielbiaré, Penaud. Tu te dis quand même que cet UBB-là qui perd, ils perdent, à mon avis, c'est plus dans la tête et sur la concentration. La Rochelle fait un gros match,
mais je pense que l'état d'esprit des Bordelais est plutôt tourné vers la semaine prochaine. Et je pense que c'est très dur de préparer 2 échéances, c'est-à-dire que, ok, tu sais que c'est important, tu as La Rochelle, mais tu es installé. Par contre, tu as ta demi-finale de Champions Cup et tu as envie de la gagner. ASM 39 qui bat Lyon 31. Ça, c'était un match avec 2 prétendants au top 6 où les 2 équipes étaient côte à côte. Il fallait qu'il y en ait une qui gagne si elle voulait se détacher. C'est fait pour l'ASM. À Marcel Michelin, clairement, on n'a pas plié. Dans un match couperé, ils ont réussi à cabosser le Loup pour l'emporter. Avec une fin de match un petit peu sous tension et Ordi Dapileta à 39 ans qui marque un essai. Alors c'est sa dernière saison à Ordi Dapileta. 39 ans, tu t'imagines. Lyon est revenu en fait à 32-31 à 10 minutes de la fin. Et là, personne n'a baissé la tête côté ASM. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que malgré tout, tu regardes les performances de Lou et l'ASM qui sont en balance pour le top 6. Tu compares avec Toulouse, tu te dis, waouh, en fait, il y a un degré d'écart parce que l'ASM, même s'ils gagnent, ils sont encore brouillons sur les réceptions de coups d'envoi. En fait, il y a beaucoup de secteurs où ils sont brouillons. Et là où c'est tendu un petit peu pour l'ASM, qui sont capables du meilleur comme du pire cette saison, c'est que le prochain déplacement, il est à Perpignan qui joue sa survie. Montpellier bat Perpignan 19-13 et sans briller, mais ils ont fait le taf, c'est-à-dire qu'ils enfoncent un petit peu Perpignan qui du coup doit continuer à se battre pour le maintien. Ils les privent d'un point de bonus. Vunipola fait un énorme match, Stuart Hogg aussi, et Stuart Hogg en revanche sort sur blessure et ça c'est un petit coup dur, même un gros coup dur je dirais pour Montpellier, parce que Stuart Hogg c'est quand même lui qui pour moi fait partie de ce renouveau à Montpellier qui tire Montpellier vers le haut. Bah évidemment, il joue 10, il touche tous les ballons. C'est un international écossais, il est trop fort, Hogg. Mais de leur côté, pour moi, l'USAP, ils ont un peu tout gâché, tu vois. Ils ratent 5 lancers en touche, 2 pénalités ratées et une grosse boulette dans le money time. À mon avis, ils peuvent nourrir des regrets, les Catalans. Et de leur côté, Montpellier, ils sont quasiment sauvés. Prochaine étape, ils vont recevoir l'UBB. Et je suis curieux vraiment de voir ce que va donner la prochaine journée de top 14. Parce que là, Bayonne a battu Pau, mais Bayonne a joué à domicile, c'est compliqué. Même si Pau a ouvert le score assez rapidement, ils gagnent 27-22, un succès un peu dans la douleur, mais ça reste un succès quand même. La deuxième mi-temps, elle s'est transformée en guerre d'occupation et Pau arrive à revenir à 17-16 et Pau sauve le match avec un bonus offensif en fin de partie, mais tu sens qu'il y a quand même des regrets. Bayonne conserve cette 4e place et c'est quand même chouette parce que si tu vas jouer ton match de barrage à Bayonne, tu peux être sûr que ça va être chaud bouillant. Et maintenant, je saute le coq et l'âne. Le rugby est en train de virer au foot. Des simulations, des mecs qui tombent pour rien. Et même Joël Gitch, le patron international des arbitres, le patron mondial des arbitres, tire la sonnette d'alarme. Est-ce qu'on est en train de perdre l'âme du rugby? Spoiler, tout le monde n'est pas d'accord. Joël Gitch, c'est l'ancien arbitre international français. Aujourd'hui, c'est lui qui supervise l'arbitrage mondial pour World Rugby. Donc sa parole, elle pèse. Et justement, il alerte sur un phénomène qui explose. Les simulations, ou plutôt l'exagération des blessures pour forcer une décision arbitrale ou le TMO à revoir les images. T'as même des coachs qui, dans les tribunes, gueulent dans les oreillettes des soigneurs. Dis-lui de rester au sol, dis-lui de rester au sol. C'est devenu un réflexe pour influencer le TMO. Et attention, c'est pas juste moralement interdit. Depuis 2016, World Rugby a inscrit noir sur blanc, simulation égale illégale. Sauf qu'en vrai, il n'y a aucune sanction claire qui existe. Donc, rien. Personne n'ose sévir et les simulations s'installent. Alors évidemment, il y a ceux qui hurlent. Signer l'arrêt de mort du rugby, Gitch est à côté de la plaque, il protège son business, pas l'esprit du jeu. Et il y en a qui pensent que comme dans le foot, c'est foutu, on n'arrêtera pas la vague. Mais à côté de ça, t'as aussi une lecture qui est vraiment plus posée pour moi. Parce qu'il faut être honnête, est-ce que c'est vraiment nouveau? Depuis la nuit des temps, les joueurs cherchent à gagner du temps, à influencer l'arbitre, à faire disjoncter l'adversaire. C'est pas joli, mais c'est humain, et ça fait partie du rugby. On est dans un sport de combat, des chocs monstrueux, des joueurs qui finissent par perdre la mémoire ou la tête après leur carrière à cause des coups répétés. Mais on parle rarement de ceux qui, comme moi, vivent avec des disques abîmés, des douleurs dans le dos dès qu'il fait froid, des traumatismes dans tous les coins du corps, ceux qui auront une petite canne de vieux à 50 ans. Les dégâts physiques, on s'y attend, c'est le prix à payer. Mais perdre la tête, pour certains, ça, personne nous avait prévenu. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire passer la pilule avec des circonstances atténuantes, des protocoles à respecter, etc. Choc à la tête, il y a des mecs qui perdent la boule, ils deviennent fous, ils se suicident. Oh, faut se réveiller. Et donc maintenant, quand les joueurs simulent, on veut nous faire croire, en fait, après tout ce qu'ils prennent dans la tronche, que ils n'ont pas le droit d'alerter sur le fait qu'ils prennent des coups dans la tête ou qu'il y a des mauvais gestes. Et faut pas oublier aussi, alors au-delà de ça, j'encourage pas la simulation, loin de là. Quoique, tu vas voir. Mais faut pas oublier les enjeux financiers qui sont énormes. La qualification en phase finale, c'est l'objectif de tous les clubs. Les joueurs jouent leur contrat à ce niveau-là, ils jouent leur avenir aussi. Donc évidemment, si tu peux obtenir une pénalité, si tu peux faire sortir un adversaire, tu le fais. Et pas seulement chez les pros, mais en amateur aussi. C'était déjà comme ça il y a longtemps. Qui a jamais dit à ses joueurs, dans le prochain ball, tu sélectionnes le joueur qui a la meilleure tête et qui est prêt à disjoncter. Tu vas lui mettre un doigt où il faut pas, tu le titilles un petit peu, le mec va s'énerver, il va t'en mettre une. Et après, toi, tu tombes, tu t'écrases en hurlant, ah, etc. Il prend un carton rouge, il joue à 14. Basta.
Tout le monde l'a fait, tout le monde cherche à faire disjoncter son adversaire. C'est le petit jeu, qui est-ce qui arrive à garder ses nerfs? Alors est-ce que c'est vraiment si choquant que ça de voir des méthodes comme ça dans le rugby pro? Je suis pas sûr. Après, le problème, c'est peut-être aussi comment est-ce qu'on forme les arbitres à lire et analyser ces situations. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut se permettre de juger si un joueur a mal ou pas après un coup qu'il reçoit. Et ce qu'il faut réussir à faire pour moi, c'est différencier l'exagération de la vraie faute. C'est pas simple, mais peut-être que ça va devenir indispensable si on veut garder l'esprit du rugby. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner parce que je le dis pas assez souvent et c'est important pour le développement de la chaîne. Il va y avoir évidemment un sacré match qui va avoir lieu dimanche avec UBB Toulouse, demi-finale de Champions Cup. Il y a la preview qui devrait sortir. Voilà, on arrête cette vidéo ici et ciao l'ami. Topette.